Madame la ministre, vous avez annoncé qu'un nouveau programme d'éducation serait présenté en décembre en Conseil supérieur de l'éducation qui sera appliqué au plus tard à la rentrée 2025. Notre délégation qui plaide beaucoup pour son élaboration, évidemment s'en félicite. Et il est plus que temps que nous accordions à ce sujet toute l'attention et les moyens qu'il mérite. Comme l'a bien montré le récent rapport du Conseil économique, social et environnemental et le livre blanc pour une véritable éducation à la sexualité, auquel ont contribué plus de 150 organisations de la société civile. Si nous voulons vraiment faire de la prévention, lutter contre les violences, promouvoir l'égalité, c'est dans l'éducation qu'il faut investir. Alors la situation est particulièrement inquiétante. J'aimerais rappeler quelques chiffres. Plus de 20 ans après la promulgation de la loi prévoyant les 3 séances annuelles d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, 67% des jeunes entre 15 et 25 ans disent ne pas en avoir bénéficié. Il serait 17% à n'en avoir jamais reçu. Selon certaines études, 36% des 18-24 ans pensent qu'une femme peut prendre plaisir à être humiliée ou injuriée. 23% estiment qu'elle peut prendre du plaisir à être forcée. 2/3 des enfants de moins de 15 ans et 1/3 des enfants de moins de 12 ont déjà eu accès à des images pornographiques. Alors ces chiffres sont alarmants. On connaît évidemment les effets ravageurs des réseaux sociaux ou des contenus pornographiques. Nous avions l'année dernière eu à batailler lors du projet de loi de la régulation pour l'espace numérique. J'en reparlerai. C'est délétère sur les images en ligne, sur l'imaginaire des jeunes et leurs conséquences concernant les violences sexistes et sexuelles. Quant aux intervenants qui sont missionnés pour intervenir dans les écoles, il manque souvent de moyens pour remplir leur mission. Enfin, les parents, les professeurs sont bien souvent démunis pour aborder ces questions avec leurs enfants. J'aurai tout d'abord une première série de questions qui portent sur le calendrier, les modalités de la réforme. Quand le nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle sera-t-il déployé dans l'ensemble des établissements scolaires et quelles mesures seront prévues pour contrôler l'effectivité des séances obligatoires tout au long de la scolarité? Le rôle des rectorats, quelle sera leur place? Pourriez-vous également nous préciser quels seront les montants financiers qui seront dédiés à l'intervention dans les établissements scolaires pour la part des intervenants extérieurs? Je pense aux associations, aux professionnels de santé, aux psychologues, aux éducateurs qui pourraient être en renfort du personnel éducatif. Par ailleurs, de quelle façon les enseignants seront-ils associés, mais aussi formés à cet enseignement? On sait que c'est très important pour un bon déploiement. Et enfin, une sensibilisation pour les parents est-elle également prévue dans le dispositif? J'ai une deuxième série de questions qui portent plutôt sur le contenu de l'enseignement. Comment ce nouveau programme va-t-il prendre en compte les besoins d'information et d'attente des élèves en matière de respect à la fois pour les filles et les garçons? Des préjugés sexistes et sexuels, la notion de consentement, les nouveaux risques qui sont liés au numérique avec le cyberharcèlement, les contenus pornographiques et le risque de prostitution. Je m'arrête un instant, même si cette question pourrait également être dédiée à votre collègue au numérique. Lorsque nous avions traité la question du projet de loi sur la régulation de l'espace numérique, nous avions obtenu un retrait par expérimentation des contenus pornographiques, notamment avec la question de la torture et de la barbarie. Et c'est une expérimentation, c'est tout ce qu'on avait réussi à obtenir en CMP pour une durée de 2 ans. Et donc on est déjà à 1 an. Qu'en est-il à la fois du suivi et de la réalité finalement du retrait 1 an plus tard de ces contenus? Et enfin, ma dernière question portera sur la protection des enfants. L'école est le premier relais de la campagne nationale contre les violences sexuelles faites aux enfants. En quoi le nouveau programme EVARS peut-il contribuer à la libération de la parole des enfants, des adolescents? Et je salue la présence de la présidente de la délégation droits des enfants, qui nous permettrait évidemment de faciliter le repérage des signaux par le personnel éducatif.
Sans plus tarder, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes, puis ensuite nous aurons la place et la prise de parole des orateurs de groupe. Je vous remercie. Madame la Présidente, chère Véronique, merci beaucoup. Je suis, Mesdames et Messieurs les députés, très honorée et je tiens à vous remercier de votre invitation qui me permet de m'exprimer aujourd'hui devant vous sur ce sujet, comme vous l'avez dit, ô combien important. Je pense que notre société est à un tournant par rapport à ce sujet qui est peut-être resté trop souvent dans l'ombre malgré les efforts qui avaient été déployés, il faut quand même le souligner, depuis une cinquantaine d'années. Je dis 50 ans, je fais référence notamment à mon âge. Vous avez donc souhaité m'entendre sur la publication prochaine et la mise en œuvre de ce programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Ce programme, en effet, avait été annoncé par le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, c'était en janvier dernier, au début de cette année. Et ma prédécesseur, Nicole Belloubet, avait lancé les travaux d'experts nécessaires. Et ce programme sera donc présenté, vous l'avez dit, au Conseil supérieur de l'éducation le 5 décembre prochain. Je suis donc venue vous en présenter les contours, répondre à toutes vos questions, pour partager avec vous l'état d'esprit dans lequel je m'inscris et vous dire quelques mots sur ce programme que j'ai eu l'occasion de lire. Et je veux préciser que je l'ai lu entièrement, que cela demande du temps, car il est extrêmement copieux, complet, très détaillé, depuis le plus jeune âge jusqu'à la fin du lycée, y compris pour les sections professionnelles. Le chantier d'éducation à la vie relationnelle, à la vie affective et sexuelle, est un chantier qui dépasse, il me semble-t-il, le simple cadre de l'enseignement. C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu d'égalité entre les filles et les garçons, vous l'avez dit. C'est un enjeu qui touche à la construction de la citoyenneté, mais également au respect d'autrui et également à la vie en société. C'est donc un projet, un enjeu très vaste, des enjeux très vastes qui sont couverts. Et je veux le dire, c'est aussi, me semble-t-il, un enjeu pour élever le niveau de notre école. Et je veux l'inscrire pleinement, ce programme, dans ce que j'ai appelé le choc des savoirs, et l'acte 2 que j'ai présenté hier au collège Pierre de Ronsard de l'Aile-et-Rose. Parce que mon école, mesdames et messieurs les députés, c'est une école qui brise les inégalités de destin. C'est une école qui peut vaincre toutes les formes d'assignation. Regardons plutôt le monde qui nous entoure avec lucidité. De l'Amérique aujourd'hui à l'Europe, partout, absolument partout, des populismes, des complotismes, des déclinismes, des négationnistes avancent tête haute, mettant en danger ce type de programme. Et en matière de droits des femmes, en matière de relations sociales, en matière de droit à la sexualité, nous observons malheureusement partout des reculs qui sont flagrants, qui sont très inquiétants. Il me semble que le temps de la contre-offensive est venu. Et c'est pourquoi ce choc des savoirs que nous voulons pour notre école doit pouvoir aider chaque élève à penser par lui-même, à se construire, à s'affirmer tout en respectant autrui et à oser parler, vous l'avez évoqué. Cette contre-offensive par le savoir passe naturellement par l'élévation du niveau dans les fondamentaux. On ne grandit pas bien, on ne peut pas apprendre convenablement, on ne peut pas trouver sa place dans la société si l'on ne sait pas correctement au départ lire, écrire ou compter. Cela vaut aussi pour la compréhension et la prise en main de ce programme. Sans la maîtrise des fondamentaux, tout l'édifice vacille, y compris la maîtrise de ce programme. On ne peut pas apprendre l'histoire, on ne peut pas suivre correctement l'éducation morale et civique sans maîtriser le français. On ne peut pas comprendre les sciences sans une base solide en mathématiques. Je tenais donc à dire combien les mesures que j'ai annoncées cette semaine, qui passent par la refonte des programmes, par les groupes de besoins au collège, par le renforcement des exigences au brevet comme au bac, s'inscrivent dans cet effort de long terme indispensable pour redonner ces lettres de noblesse à l'école. Avec une ambition, j'en dirais même 3, élever, instruire, émanciper. Et dans ce contexte, le programme d'éducation à la sexualité n'est pas un socle de connaissances qui serait accessoire ou anecdotique, certainement pas. Il a un rôle essentiel dans la construction de chaque enfant, de chaque jeune, dans son rapport à lui-même, dans son rapport aux autres, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, dans son rapport aux droits et aux institutions. Vous verrez que ces 3 éléments, vous allez les retrouver dans le programme. La loi du 4 juillet 2001 que vous avez évoquée dispose en effet, je la cite, qu'une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène, fermez les guillemets. L'éducation à la sexualité doit donc théoriquement se déployer de manière progressive, depuis l'école maternelle jusqu'aux classes du lycée, par une approche qui soit globale et positive. Mais soyons lucides, soyons honnêtes, nous restons encore bien trop éloignés de cet objectif qui a été fixé par la loi de 3 séances par niveau et par an. Vous l'avez souligné.
Et c'est donc pour mieux accompagner les professeurs, les établissements dans l'application de cette loi qu'un projet de programme qui manquait jusqu'à présent, sera donc présenté au Conseil supérieur de l'éducation le 5 décembre prochain pour une mise en œuvre dès la rentrée 2025. Nous faisons le choix de préparer nos élèves dès leur plus jeune âge à un apprentissage qui leur ouvre toutes les portes, qui les arme pour tous les défis à venir. Ce chantier essentiel de l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité exprime un engagement collectif de la nation. Éduquer à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle et à l'école primaire. Éduquer à la vie affective et relationnelle et à la sexualité au collège et au lycée, tels sont les titres du programme pour chacun des niveaux, revêt un caractère obligatoire et doit être mis en œuvre sur l'ensemble du territoire national. Cette éducation se fonde sur les principes et les valeurs de la République. Elle se déploie donc avec neutralité, avec distance. Elle est guidée également, et cela est essentiel, par le principe de laïcité. Avec une attention constante au respect des élèves, à leur intimité corporelle, à leur intimité psychique, à leurs différences au pluriel et au rythme de leur croissance. Cette éducation qui porte en elle une forte dimension d'éducation à l'altérité vise l'égalité de considération et de dignité, en particulier l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle contribue à la lutte contre toutes les discriminations de sexe et d'orientation sexuelle. Je pourrais dire discrimination de genre et d'orientation sexuelle. Elle sensibilise au principe du consentement et contribue à la prévention des différentes formes de violence, et notamment des violences sexistes et sexuelles. Adossée aux disciplines fondamentales que j'évoquais à l'instant, l'éducation à la sexualité répond donc aux missions spécifiques que la nation confie à l'école. Mais je veux aussi affirmer haut et fort, c'est par l'école, par l'éveil de tous au respect et au consentement, que nous éviterons d'autres destins brisés, comme celui terriblement évoqué en ce moment dans l'actualité de Gisèle Pellicot et de des milliers d'autres victimes, auxquelles je veux avoir une pensée à cet instant. Les programmes conduiront les élèves dans toutes les disciplines à interroger une grande diversité de documents, à considérer des exemples récents ou plus anciens, afin de nourrir une culture générale, une culture citoyenne, une culture de liberté et de responsabilité. Dans cette discipline, dans ce programme, 3 questions serviront de fil rouge tout au long de la scolarité et nous retrouvons ces 3 axes fondamentaux de ce programme pour chaque niveau. À chaque fois, le programme sera décliné selon ces 3 axes. Le premier est celui qui concerne l'élève. Comment se connaître, vivre et grandir sereinement avec son corps. Le deuxième axe qui concerne les autres, l'altérité. Comment rencontrer les autres, construire avec eux des relations respectueuses et s'y épanouir. Et puis le troisième axe, comment trouver sa place dans la société, y être libre et responsable. Dans ces 3 axes seront donc abordés des sujets adaptés à l'âge des élèves. Je pourrais vous en donner des exemples si vous le souhaitez, de la petite section de maternelle jusqu'à la classe de terminale. Les contenus et les modalités des séances s'adapteront en permanence, évidemment, au niveau de maturité et au niveau de connaissance des élèves. L'éducation à la sexualité se fera donc au travers des 3 séances spécifiques, ce seuil constituant un minimum, pas un maximum, mais aussi lors de séances de temps d'apprentissage déployées au sein même d'autres enseignements. Là, je pourrais vous donner un exemple que j'ai pu voir se développer en sport, aussi bien dans le premier que dans le second degré. Les programmes seront aussi étroitement liés à ceux de l'enseignement moral et civique et de l'éducation aux médias et à l'information. Concernant le rôle de chacun, je précise ici qu'il appartiendra bien aux équipes pédagogiques dans les établissements de définir les modalités d'apprentissage, ça répond à certaines de vos questions, Madame la Présidente, et de définir les modalités d'apprentissage et les ajuster aux besoins de terrain. Ainsi, l'éducation à la sexualité peut-elle être articulée avec des parcours éducatifs de santé ou avec tout autre dispositif d'établissement, comme par exemple les programmes de lutte contre le harcèlement à l'école. Concrètement, et pour être tout à fait précise, moi je fais tout à fait confiance d'une part au Conseil des maîtres et de cycle pour le premier degré et au Conseil pédagogique et au Comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, CESCE, dans le second degré pour définir l'organisation des séances, leur contenu, les créneaux mobilisés ou encore les intervenants à solliciter, tout ceci dans l'utilisation, dans le déploiement de ce programme, qui était justement ce qui manquait jusqu'à présent. Cette programmation, ce calendrier ne pourra pas se faire, je veux le souligner, sans l'information et sans la participation des parents d'élèves. Je suis particulièrement attachée à ce que les parents
puissent connaître clairement les enseignements qui seront dispensés dans le cadre de ces programmes, car rien ne se fera sans les parents. En retour, je demande aussi aux parents de nous faire confiance. Le ministère de l'Éducation nationale agit. Il agira toujours dans le respect des enfants et pour la protection de tous les enfants. Il s'agit pour nos professeurs et pour nos professionnels de vie et de santé scolaire d'accompagner au mieux les élèves sur le chemin de la connaissance et de la maîtrise de soi. Chaque jour, des millions, sans doute plus de 6 millions de familles, toutes différentes, confient leurs enfants à l'école de la République. Et chaque jour, dans le même temps, des professionnels, des professeurs savent prendre soin d'eux et assurer leur prise en charge tout au long de ce parcours. Ils savent naturellement qu'on ne parle pas de la même manière, ni sur la forme, ni sur le fond, avant ou après la puberté par exemple, un enfant de 4 ans ou un enfant de 12 ans. Et que chez les plus petits, on mettra davantage l'accent sur l'identification et la compréhension des émotions, un point très important. Alors qu'à l'école primaire, on insistera davantage sur les règles et les principes de la vie en groupe, de la vie en société, tout en utilisant un vocabulaire de plus en plus scientifique auquel ils ont accès et plus précis pour parler des relations humaines. Qu'à l'adolescence, par ailleurs, par la suite, au collège, puis au lycée, on abordera à ce moment-là de façon beaucoup plus franche les changements du corps, les changements de personnalité, en interrogeant les situations, les conduites, les tentations, mais aussi les risques qu'implique l'éveil à la sexualité. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs les députés, ce programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité que nous nous apprêtons à publier repose sur un travail précis, c'est un travail scientifique qui est bien loin des caricatures, bien loin des idéologies. J'y veillerai particulièrement comme ministre de l'Éducation nationale. Et je le dis, je veux le répéter, l'école est là pour former des citoyens libres et éclairés. Elle le fera aussi à travers ce programme. L'école n'est pas là pour inculquer ni des mensonges, ni de fausses informations. Elle est là ni même pour inciter à prendre des risques. Il s'agit là de la santé de nos enfants. Il s'agit là aussi de leur place dans la société et de leur relation aux autres. Je vous remercie. Et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci, Madame la Ministre. Nous démarrons par les orateurs de groupe pour le Rassemblement national. Madame Leroux. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Le 22 octobre dernier, vous annonciez souhaiter que la publication du programme d'éducation à la sexualité établi par le Conseil supérieur des programmes s'opère dans les plus brefs délais. La lecture de ce programme soulève néanmoins plusieurs interrogations dont je souhaiterais vous faire part. En premier lieu, le programme annonce aborder, je cite, très progressivement à partir du CM1, CM2, les thèmes de la reproduction et la sexualité humaine qui seront appelés à être développés ensuite. Pour autant, il est question dans un module destiné au CP et cours élémentaires d'identifier par exemple à partir du coin poupée les parties intimes du corps. N'y a-t-il pas un paradoxe à instruire de très jeunes enfants de matières dont ils n'ont pas conscience? En second lieu, on peut s'interroger sur l'immixtion dans la vie privée des enfants vers laquelle vous mènerez l'application de ce programme. Le programme annonce ainsi que l'école doit se garder de toute intervention autoritaire ou dogmatique dans la construction de la vie affective et relationnelle. Or, dans plusieurs modules, il est fait état de stéréotypes de genre, dont je rappelle qu'ils ne sont qu'une conception très contemporaine et discutée des sciences sociales qui semblent ici érigées en leçons dogmatiques. Ce recours à une telle conception théorique ne risque-t-elle pas d'entrer en contradiction avec l'article 16 de la Convention des droits de l'enfant qui dispose que nul enfant ne fera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée? Enfin, et c'est ma dernière interrogation, je m'interroge sur les intervenants extérieurs invités à venir dispenser des cours auprès des enfants. Dans le programme de Conseil supérieur des programmes, il n'est jamais fait référence à la nature de ces organismes ou le processus de sélection qui leur donnera accès à l'école. Comment s'assurer donc que les intervenants extérieurs respecteront la nature proprement scolaire de cette éducation sans jamais l'instrumentaliser au profit d'une cause militante ou d'une idéologie, comme le programme le promet? Je vous remercie. Merci. Pour la France insoumise, Madame Catala. Merci Présidente. Madame la Ministre, saviez-vous qu'alors qu'on la croyait disparue, la syphilis est de retour en France depuis 2017, avec un rythme de progression alarmant, plus de 30% de classes supplémentaires par an? Saviez-vous que l'usage du préservatif est en recul chez les jeunes depuis le milieu des années 2010 et qu'aujourd'hui, d'après l'OMS, seulement 57% des filles déclarent que leur dernier rapport était protégé, avec de nombreux effets néfastes, dont la diffusion des IST et MST?
La forte hausse des IST étonne lorsqu'on se souvient que depuis une loi de 2001, les élèves doivent bénéficier d'une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à raison d'au moins 3 séances par an à l'école, au collège et au lycée. Elle étonne beaucoup moins lorsqu'on sait que cette loi n'est tout simplement pas appliquée depuis 23 ans. Dans un rapport adopté en septembre 2024, le CESE note que moins de 15% des élèves ont bénéficié d'une séance d'éducation à la sexualité au cours de leur scolarité, un rapport qui a confirmé les rapports de l'inspection générale de votre ministère. L'éducation à la sexualité, c'est, faut-il rappeler, l'apprentissage fondamental du consentement et de la liberté, tant malmené. Sans volonté politique donnant de réels moyens à la communauté éducative, l'affaiblissement de l'éducation à la sexualité se paye en graves conséquences sanitaires et sociales. Outre les effets sur la santé publique, l'abandon de la politique d'éducation à la sexualité se répercute sur les violences faites aux femmes et sur les violences faites aux minorités sexuelles et de genre. Les violences contre les personnes LGBTQIA+, ont augmenté de 17% en moyenne par an depuis 2016, tandis qu'on dénombre toujours en 2023 plus de 270 000 victimes de violences conjugales. Encore aujourd'hui, une enquête est sortie sur le nombre de femmes déclarant avoir subi un rapport forcé ou une tentative. Quand on parle de rapport forcé, bien sûr, c'est les journalistes qui ont utilisé ce terme, mais on parle de viol. Ce nombre a augmenté en France en 2023, comparé à 2006. Comme le souligne cette enquête, 30% en 2023 contre 16% en 2006. Cela reflète certes la libération de la parole, mais aussi le caractère toujours systémique de ces violences, signe de l'érosion de la culture de l'égalité dans notre société. Madame la ministre, le collectif pour une véritable éducation à la sexualité chiffre le besoin de financement à 620 millions d'euros par an pour respecter la loi de 2001. Allez-vous conserver dans la version finale du budget les amendements adoptés en ce sens en commission des finances et ceux que nous avions déposés pour la séance ? Comment croire que la loi de 2001 sera correctement appliquée? Comment prendre au sérieux le nouveau programme que vous avez annoncé présenté en décembre après 23 ans d'échecs, sans budget associé, et lorsqu'on compte dans ce gouvernement pas moins de 7 ministres de la Manif pour tous, 4 opposés à la constitutionnalisation de l'IVG, 5 contre la PMA pour toutes, ou opposés à l'interdiction des thérapies de conversion? Que faites-vous face aux mouvements actuels réactionnaires comme les parents vigilants, des mouvements d'extrême droite ou encore des groupes complotistes qui sont opposés à la loi de 2001 ? Merci. Merci. Pour les socialistes et apparentés, Madame Keloua Hachi. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je suis ravie que notre délégation puisse vous auditionner aujourd'hui, particulièrement sur la question de l'éducation à la sexualité. L'éducation est primordiale pour lutter en fait efficacement contre les violences sexistes et sexuelles et surtout pour lutter contre pour un changement des mentalités patriarcales, et cela ne peut se faire sans l'école. Comme vous le savez, si l'éducation à la sexualité est inscrite dans le Code de l'éducation depuis 2001 et doit faire l'objet de 3 séances annuelles, comme vous l'avez rappelé, la loi n'est pas respectée et est loin de l'être. C'est face à ce constat que l'un de vos prédécesseurs, M. Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation alors, a saisi le Conseil supérieur des programmes pour construire un programme d'éducation à la vie affective et à la sexualité allant de la maternelle au lycée. Membre du Conseil supérieur des programmes sous la précédente législature, je me suis particulièrement impliquée sur la construction de ce programme. Il a été voté à l'unanimité au sein du Conseil supérieur des programmes, et c'est un fait assez rare pour le souligner, en décembre 2023. Depuis bientôt 1 an, il est donc sur le bureau des ministres successifs, je répète 2 fois, de l'Éducation nationale et n'a toujours pas été appliqué dans les établissements. Nous apprenons qu'il devrait enfin être présenté et être publié. C'est une bonne chose, même tardive. Cependant, Madame la Ministre, j'ai plusieurs questions à vous poser. Premièrement, comment expliquez-vous que le programme de l'éducation civique et morale, voté le même jour par le CSP, soit aujourd'hui appliqué dans les établissements scolaires, alors que le programme d'éducation à la sexualité attend toujours? Deuxième question, pouvez-vous nous préciser les modifications effectuées par vos services sur le projet de programme du Conseil supérieur des programmes? Et enfin, si ce programme est évidemment une bonne nouvelle, il devrait s'accompagner de moyens pour former les personnels de la communauté éducative, pour financer les séances co-animées avec les associations et pour payer toutes les heures supplémentaires d'éducation à la sexualité qui ne doivent pas être effectuées sur le temps prévu pour l'apprentissage des matières, ni reposer sur le bénévolat des enseignants comme il l'est aujourd'hui. Quel budget donc avez-vous prévu pour tout cela? Je vous remercie. Merci. Pour les écologistes, Arnaud Bonnet. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Madame la Ministre,
L'éducation à la vie affective et à la sexualité est un enjeu fondamental dans l'éducation et le développement de nos jeunes. Elle permet de donner les outils afin de mieux comprendre son corps ainsi que la manière d'interagir avec les autres. Mais également, comment les autres ont le droit d'interagir ou non avec nous-mêmes. D'autant plus, l'éducation à la sexualité permet aussi d'apprendre aux jeunes et aux enfants la notion de consentement, ce qui en fera des adultes responsables et permet de briser la culture du viol. Il s'agit donc d'un programme fondamental dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, en ce qu'elle permet notamment d'éduquer à l'égalité et permet de déconstruire les préjugés. L'éducation à la vie affective et sexuelle est également un outil majeur dans la prévention et la libération de la parole face à l'inceste. En effet, pour rappel, on estime que l'inceste touche en moyenne 3 élèves par classe, ce qui constitue un fléau considérable pour notre société. Pourtant, cette politique nécessaire et fondamentale est encore une fois la victime des décisions budgétaires et d'un aveuglement depuis de nombreuses années. Bien sûr, on ajoute à cela quelques scandales dernièrement dans les établissements privés auxquels il faudra également remédier. Le groupe écologiste et social et ses alliés du NFP se sont mobilisés ces dernières semaines, on y a passé beaucoup de temps, afin de permettre notamment de renforcer l'éducation à la sexualité. Au travers des débats budgétaires, nous avons ainsi notamment pu faire passer en commission une augmentation des budgets. Ben oui, il faut des budgets, il faut des gens en fait pour faire l'éducation, ainsi que l'augmentation du nombre d'infirmières scolaires. On a 1500 élèves pour une infirmière scolaire, il faudrait 500 élèves seulement pour une infirmière scolaire pour que ce soit efficace, en fait. Pourtant, la majorité à laquelle vous appartenez a voté contre le budget et fait en sorte que rien de tout ceci ne devienne possible. Ma question est donc simple. Allez-vous réellement agir pour permettre de protéger nos enfants ou bien continuer avec des esbroufes de communication ? Merci, monsieur le député. Pour Horizon, Anne-Cécile Violent. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, merci infiniment de votre présence parmi nous aujourd'hui. La santé mentale des enfants et des jeunes se dégrade depuis plusieurs années et devient préoccupante, comme l'attestent de nombreuses études. Ces dernières révèlent également une vulnérabilité particulière et une prévalence massive des adolescentes et des jeunes femmes, davantage concernées par des syndromes anxio-dépressifs et des pensées suicidaires depuis 2020. Les personnels de santé et sociaux de l'Éducation nationale notent une augmentation significative des consultations concernant la santé mentale avec l'apparition de symptômes physiques ou psychiques, de mal-être ou une aggravation de troubles existants, des passages à l'infirmerie, des examens médicaux à la demande pour un projet d'accueil individualisé, des situations de protection de l'enfance préoccupantes. La santé mentale est un enjeu de santé publique, notre Premier ministre l'a rappelé. Les troubles avérés de santé mentale des enfants ont un impact sur la qualité de vie, la santé physique, les apprentissages et peuvent avoir des répercussions à l'âge adulte, puisque près de la moitié des troubles qui perdurent apparaissent avant l'âge de 11 ans. Avec ma collègue sur l'ancienne mandature, Pascale Martin, nous avons rendu un rapport d'information sur la santé mentale des femmes le 11 juillet 2023 dans le cadre de cette délégation. Parmi nos recherches, les violences représentent un fléau ravageur pour la santé mentale des femmes. D'après des spécialistes auditionnés pour ce rapport, indiquent qu'ils constatent que les femmes hospitalisées en psychiatrie après des violences ayant subi de très graves violences dans l'enfance, violences physiques, psychologiques et sexuelles perdurent. Ces violences subies par les mères ont bien évidemment des conséquences préoccupantes sur l'équilibre des enfants, et ce, dès la grossesse. Ces violences intrafamiliales ainsi que des violences sexuelles et le sexisme dans l'environnement du travail ont été pointés comme particulièrement impactantes pour la santé mentale des femmes. Ces violences subies dans tous les secteurs de la société doivent être stoppées tant par l'arsenal législatif et réglementaire que par la reconstruction des stéréotypes sexistes, et ce, dès le plus jeune âge. C'est une entreprise de longue haleine et c'est donc aussi et surtout auprès des enfants et sur les mentalités qu'il faut travailler. Vous avez évoqué, Madame la Ministre, la réforme de l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité en milieu scolaire, et c'est absolument essentiel afin de répondre aux attentes de chacun. Pour cela, l'intervention de spécialistes est nécessaire afin que les enseignants ne soient pas seuls à donner la parole aux jeunes filles comme aux jeunes garçons pour les écouter et déconstruire absolument les schémas induits par la société et exacerbés par les réseaux sociaux et l'industrie pornographique. En effet, et ce sera mon dernier point, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale de nos jeunes et particulièrement des jeunes filles est croissant. L'approbation sociale via la diffusion de standards de beauté, d'intelligence, le harcèlement scolaire via les réseaux sociaux, voire le harcèlement sexuel, sont d'autant de nouveaux risques qui doivent être pris en compte dans l'approche éducative actuelle.
Comment comptez-vous assurer que la question de santé mentale, et plus particulièrement des troubles liés à la question de la sexualité encore très taboue, puisse être renforcée en milieu scolaire? Vous y avez répondu en partie. Et de la même manière, pourriez-vous nous confirmer que vous allez mettre en place la formation à l'utilisation responsable des ressources numériques en milieu scolaire, tel que prévoit l'article L312-9 du Code de l'éducation? Et plus largement, comment comptez-vous adapter la lutte contre les violences subies à travers les réseaux? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour les démocrates, Perrine Goulet. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Madame la Ministre, je vous remercie tout d'abord de votre engagement dans la mise en place de ces futures séances d'éducation à la vie affective, rationnelle et sexuelle dans les établissements scolaires. Ce sujet m'est particulièrement cher car en tant que présidente de la délégation aux droits des enfants, je vois trop souvent l'impact de ce manque d'information sur nos enfants. Je souhaite vous rappeler d'autres chiffres que ceux qui viennent déjà d'être cités, qui sont malheureusement connus de tous. Ce sont les chiffres de la Civise. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, sans parler des violences éducatives ordinaires qui, bien qu'interdites depuis 2019, sont encore pratiques courantes. Il faut agir. Et je pense qu'un des moyens pour lutter contre ces violences, c'est que l'enfant lui-même soit conscient de ce qu'on peut lui faire subir ou pas. À ce titre, je pense que ces séances, qui ne bénéficient pour le moment qu'à moins de 15% des élèves, seront véritablement bénéfiques pour nos enfants et, je l'espère, permettront de libérer la parole. Ces séances sont également l'opportunité d'adapter le discours à hauteur d'enfants et d'expliquer aux jeunes qu'ils disposent de leur corps afin de prévenir les comportements malsains de certains adultes. Cependant, Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la mise en place de ces cours. Comme mentionné précédemment, ce sont 5,4 millions de personnes en France qui sont ou ont été victimes de violences sexuelles. Il y a donc dans cette cohorte, statistiquement, des enseignants. Je pense donc qu'il faut véritablement être vigilant sur la formation afin de ne pas brusquer ni traumatiser des enseignants qui pourraient être d'anciennes victimes. Ainsi, Madame la Ministre, j'aimerais savoir comment vous envisagez la formation des enseignants. Avez-vous envisagé, quand ils ne s'en sentent pas en capacité, de faire appel à des associations ou des acteurs extérieurs pour mener à bien ces séances? Et si oui, comment les conventionner? Avez-vous prévu dans cette formation un accompagnement pour appréhender les informations préoccupantes qu'ils pourraient avoir des élèves? Enfin, on sait les réticences des parents. Quand on parle d'enseignement, comment comptez-vous les associer pour que les apprentissages puissent se dérouler dans de meilleures conditions? Et pour terminer, je tiens à remercier les enseignants pour le travail de qualité qu'ils fournissent quotidiennement depuis des années pour essayer de dispenser ces enseignements. Convaincus que ces cours sont un investissement pour le futur de nos jeunes, Madame la Ministre, vous pouvez compter sur notre soutien dans la mise en place effective de ces cours d'éducation au corps, à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements scolaires. Merci Madame la Présidente. Pour le groupe Ensemble pour la République, Prisca Thévenot. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre Anne Genté, je profite de cette tribune que nous avons pour effectivement, comme ma collègue du groupe Horizon, parler de la santé des jeunes. Profitez de cette tribune, avant de vous poser une question, bien évidemment, pour rappeler l'ensemble des dispositifs qui sont à leur disposition aujourd'hui et que nous devons continuer à renforcer et à soutenir. Il y a eu, par exemple, en 2021, le lancement du dispositif Santé Psy étudiant, qui permet à tous les étudiants de solliciter une aide d'un psychologue partenaire du dispositif, avec 12 séances gratuites, sans avance de frais et renouvelables chaque année. Il y a eu en 2023 la création de la Coordination nationale d'accompagnement des étudiants et des étudiantes, la CNAE. Il y a eu également en 2023 la réforme des services de santé étudiantes. Tous les étudiants ont accès aux services de santé étudiants, qu'ils soient inscrits ou non à l'université, dès lors que leur établissement a établi une convention avec ce service de santé étudiante. Il y a également eu en 2024 le dispositif Mon soutien psy, avec une hausse du remboursement des séances, passant de 30 € à 50 €, l'extension du nombre de séances annuelles couvertes de 8 à 12. Il y a eu en parallèle la création de maisons départementales des adolescents qui était un gros engagement et qui est tenu aujourd'hui et que nous devons continuer à mettre en avant pour que les jeunes puissent y avoir accès et connaître ces dispositifs. Et puis je rajouterai enfin 2 autres sujets, la mise en place des bureaux d'aide psychologique universitaire ou le soutien aux associations spécialisées sur la question de la santé mentale. Par exemple, en citant une association qui est Nightline, qui permet d'avoir des jeunes qui se mettent bénévolement à disposition d'autres jeunes pour les écouter sur des moments qui sont souvent très difficiles, qui sont les fins de journée, les soirées, les nuits, mais également les week-ends où de nombreux jeunes se retrouvent loin de leur famille, souvent isolés et livrés à eux-mêmes. Enfin, un dernier sujet que je sais que vous avez à cœur
et qui ira dans cette logique d'écosystème pour soutenir nos étudiants face à des sujets de santé mentale, c'est le recrutement des infirmières scolaires. Un certain nombre de choses avaient déjà été mises en place par Gabriel Attal lorsqu'il était à Matignon, avec la revalorisation de leur salaire de 200 € net par mois et la prime exceptionnelle de 800 €. J'aimerais savoir, Madame la Ministre, si vous comptez aller plus loin dans l'ensemble de ces dispositifs et notamment sur le dernier sujet que j'évoque avec vous, qui est bien évidemment le sujet des infirmières scolaires. Merci. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, je vous laisse la parole pour répondre à ces oraisons. Et puis ensuite, nous aurons quelques collègues qui poseront des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à toutes et tous. Peut-être quelques mots d'introduction avant de répondre à vos questions point par point. Vraiment vous redire que ce programme est très dense, très copieux, et peut-être vous donner quelques exemples de la liaison qui peut en être faite entre le contenu de ce programme. Et je pense que, parce que vous avez soulevé un point essentiel, qui est en effet que les 3 séances annuelles, qui ne sont pas une nouveauté, hein, la loi existait déjà et ça n'était pas appliqué pour beaucoup de raisons, mais l'une des raisons, à l'évidence, c'était l'absence de programme. Quand on ne sait pas ce qu'on doit enseigner, c'est difficile de mobiliser son temps, son énergie pour des sujets qui ne sont pas faciles. On sait que il y a certaines familles au sein desquelles ça n'est pas facile. Et de la même manière, les professeurs sont aussi, probablement aussi des parents, et certains d'entre eux peuvent avoir des difficultés, ce qui explique pourquoi nous devons en effet envisager une formation, un soutien, un accompagnement. Peut-être voir que ce ne sont pas forcément des professeurs qui seront en premier lieu. Parfois, ça peut l'être, parfois pas. Il peut y avoir des intervenants du monde de la santé scolaire, des infirmières, des médecins scolaires, mais des psychologues éventuellement scolaires, mais également des associations externes, des intervenants extérieurs. Vous les avez évoqués et je vais y revenir. Mais pour vous illustrer un petit peu comment ce programme peut s'articuler sur les sujets d'égalité femmes-hommes, puisque nous sommes à la délégation aux droits des femmes, je voudrais vous donner cet exemple qui est mis en œuvre par un Français qui est passionné de foot et qui travaille sur le foot au féminin, mais pas seulement, mais en particulier sur le foot au féminin, et qui a mis en place des règles de jeu modifiées du foot pour pouvoir inciter à l'égalité filles-garçons. Et ce sont des règles qui marchent très bien et qui montrent qu'à travers une séance de sport, on peut aussi accéder à des programmes d'éducation à l'égalité filles-garçons, femmes-hommes. De la même manière, il déploie des programmes d'éducation à la santé, pour l'éducation à l'hygiène, d'éducation à la protection de soi et à la protection de sa propre santé, des programmes de prévention. Et tous ces programmes, si je vous en parle, c'est qu'ils sont mis en œuvre dans une partie du monde dans lesquelles là, la proportion d'hommes qui reconnaissent avoir violé une femme au moins une fois dans leur vie est absolument, je ne vous citerai pas le chiffre, tellement il est ahurissant. Et on voit combien ces programmes sont indispensables. Donc c'est pour vous dire, je voulais insister là-dessus pour montrer le lien, les initiatives qui peuvent être prises entre les programmes que j'ai évoqués dans mon propos liminaire, les programmes courants de nos jeunes, notamment par exemple le sport, mais ça peut être dans d'autres programmes, et le lien avec ce programme qui est très très complet. Ensuite, vous dire qu'en effet, il y a des sujets, alors je vais peut-être les prendre les uns après les autres, évidemment, sur les interventions extérieures. Vous dire que les associations qui peuvent être mobilisées pour intervenir dans nos écoles ne sont pas n'importe quelles associations. Il y a des critères auxquels elles doivent répondre, elles sont contrôlées. J'ai moi-même posé la question en disant, au fait, mais une fois qu'elles sont contrôlées, tous les combien de temps sont-elles contrôlées? Je crois que c'est tous les 5 ans, si je ne me trompe pas, qu'elles sont contrôlées. Et il y a une vigilance accrue qui est apportée. On a parfois eu dans la presse, dans les médias, des retours d'associations qui n'avaient pas forcément le souci de mettre en œuvre ce programme comme nous l'envisageons. D'autre part, dire aussi que dans ce programme, compte tenu de sa densité, vous voyez les 3 parties, l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, il peut y avoir des associations qui vont intervenir, par exemple, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles, par exemple, et d'autres associations qui pourraient intervenir sur un autre champ de ce programme, par exemple la vie relationnelle. Les côtés, alors ça peut parfois se rapprocher dans le contenu du programme sur ce que d'autres ont appelé dans un autre contexte les cours d'empathie, en tout cas la compréhension du relationnel, comment je dois comprendre ma relation à l'autre, comment dois-je comprendre ces expressions non verbales. Ce sont des éléments très très importants dont les professeurs m'ont parlé en disant parfois nous voyons bien que nos élèves ont du mal à décrypter ce que disent nos visages, et ça fait partie de ce programme également. Donc cet agrément qui est donné aux associations éventuellement intervenantes extérieures, c'est un agrément académique qui est national, et les professeurs d'ailleurs ont accès à la liste des associations agréées, et c'est le chef d'établissement au cas par cas qui donne son accord. Je voulais vraiment préciser cela parce qu'évidemment, vous l'avez souligné,
ce ne sont pas des séances qui sont prévues pour être prises sur le volume de cours habituel. Vous l'avez soulevé, évidemment. Il ne s'agit pas de réduire le volume habituel des autres programmes de nos élèves. Nos professeurs, ça n'est pas non plus sur le mode du volontariat. Ça peut arriver, mais ce n'est pas l'objectif de ce programme. Et puis, il y a des associations dont c'est le métier, qui savent le faire. On peut avoir des intervenants extérieurs ou bien nos infirmières scolaires, par exemple. Mais qui, en effet, vous l'avez souligné, 9 000 et quelques pour nos 12 millions d'élèves. On voit bien que la proportion d'infirmières scolaires ne leur permettrait pas. J'avais fait un calcul, c'était absolument inimaginable. Ça ne passe absolument pas. Donc, voilà, c'est pour cela qu'il faut pouvoir s'appuyer sur des associations, mais pas n'importe lesquelles, dans un cadre très précis. Peut-être répondre également à Madame Laureau sur le contenu plus précis. Vous m'avez interrogé sur le contenu des cours. Vous savez, j'ai appris une chose en étant... Madame Laureau est partie, mais peut-être sa collègue pourra le lui transmettre. Comme médecin, pour le coup, vous savez, il ne faut pas négliger et mépriser, prendre de haut ce qu'un enfant peut comprendre. Moi, je l'ai vu comme médecin. Vous avez des enfants très jeunes, très très jeunes, qui savent parfois ni lire ni écrire, et qui ont à faire face à des maladies extrêmement complexes, et qui comprennent tout très vite, y compris des vocabulaires compliqués, beaucoup plus vite que nous. C'est à nous de nous mettre à leur portée et à trouver les mots pour leur expliquer. Par conséquent, moi je crois que les enfants peuvent comprendre beaucoup plus qu'on ne croit, et que les sujets de la description du corps humain leur est accessible à un très jeune âge sans aucune difficulté. Je ne vois vraiment pas pourquoi ça poserait un quelconque problème. Donc la compréhension du corps, de son fonctionnement, peut être expliquée, je peux vous le confirmer, et comme médecin cette fois-ci, que c'est possible à un très très jeune âge. Il n'y a aucun obstacle à cela, et le programme est tout à fait cadencé, mesuré, progressif, pour respecter ensuite les stades de développement et de la maturité de nos élèves. Et évidemment, je n'ai aucun doute sur le fait que ces programmes seront régulièrement revus pour pouvoir s'adapter aussi à la maturité de nos élèves qui évolue avec la société, tout simplement. Donc, ce qu'un enfant aujourd'hui, un jeune élève de 12 ans comprend n'est peut-être pas ce que comprenait un élève de 12 ans de ma génération, par exemple. Et donc, il faut, nous aussi, c'est à nous aussi, de nous habituer et de nous mettre à leur portée. Vous m'avez interrogé sur la contradiction avec la Convention européenne des droits de l'enfant. Non, il n'y a aucune contradiction. Je n'ai pas vu où vous pouviez y voir une contradiction. Je ne le vois absolument pas. Vous m'avez interrogé, alors ça c'est Madame Catala ensuite, vous m'avez interrogé sur... je vais reprendre ma fiche à moi. Attendez, j'ai mis de côté. Hop, Madame Catala. Madame Catala, alors oui, vous avez cité des chiffres qui sont extrêmement inquiétants, qui ne sont pas récents, sur la progression des infections sexuellement transmissibles. Moi, je l'ai vu comme médecin, on l'a bien vu, avec notamment le paradoxe, c'est des progrès qu'on a fait d'un côté, on fait reculer la vigilance de l'autre, et qu'on a vraiment un sujet d'éducation important, qu'on arrive, notamment au-dessus de 15 ans, on sait qu'en gros, entre l'âge de 15 ans et 50 ans à peu près, le contact avec le monde médical, sauf cas particulier exceptionnel, n'existe pratiquement plus. Donc du coup, il n'y a plus l'opportunité pour qu'un médecin puisse engager une conversation avec un jeune et l'alerter, le sensibiliser. D'où l'importance de ces programmes, du milieu scolaire, du milieu étudiant après, des parents. Moi, j'aimerais bien que les parents soient mobilisés, mais on sait combien c'est difficile. C'est pas moi qui vais éduquer les parents, mais enfin, ça ne m'empêche pas de faire un appel quand même à leur vigilance. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, on sait que la loi est insuffisamment appliquée. Et du coup, vous m'interrogez sur les moyens qui vont être déployés et qui va s'en saisir. Donc clairement, je ne peux pas me reposer uniquement sur nos enseignants. Ça ne fonctionnera pas. D'abord parce qu'eux aussi ont 24 heures seulement dans une journée, comme nous tous. Je ne peux pas m'appuyer uniquement sur nos infirmières scolaires, je l'ai évoqué. Donc je dois m'appuyer sur des intervenants extérieurs, des associations qui seront encore une fois extrêmement contrôlées. Le deuxième élément sur lequel vous m'avez interrogé, vous êtes plusieurs d'ailleurs à l'avoir fait, c'est comment je peux m'assurer que les 3 séances seront faites. C'est une question que j'ai posée en interne et à l'intérieur du ministère pour comprendre qu'est-ce qui sera mis en place. Est-ce qu'on peut avoir une grille, quelque chose qui soit coché, simplement pour s'assurer que le programme est bien dispensé, que chaque élève y aura eu accès. Puis au-delà de ça, moi je m'interroge, je suis allée un petit peu plus loin que vous, en m'interrogeant sur la manière dont... Parce qu'il y a l'élève qui peut être présent le jour de la séance, et puis il y a l'élève qui peut ne pas être présent, et puis il y a l'élève qui peut aussi ne pas avoir pu poser toutes les questions qu'il voulait poser. On voit bien qu'une séance d'1 heure, par exemple, peut susciter quantité de questions auxquelles on n'a pas forcément la réponse, simplement pour une question de temps tout de suite. Je souhaiterais, donc je mène une réflexion pour voir comment on peut donner accès à nos élèves à ce programme, non seulement à travers les 3 séances annuelles, qui sont indispensables, dont je veux trouver à mettre en place. Je n'ai pas la réponse à vous donner aujourd'hui, mais c'est clairement présent dans mon esprit. Quels outils je peux déployer pour m'assurer
que ces 3 séances sont effectivement dispensées sur la totalité des élèves, c'est niveau par niveau. Je crois que ça commence en maternelle, le programme. Donc, classe par classe, m'assurer que chaque élève aura bien eu ces 3 séances. Mais ensuite, est-ce que je pourrais trouver une solution pour que nos élèves puissent également avoir accès à ce programme, en plus de ces 3 heures, au moment où lui a besoin de se poser une question? Évidemment, ça ne tombe pas pile poil au moment de la séance. Donc ça, c'est une autre réflexion que je mène. Je n'ai pas la réponse, mais je voulais vous dire jusqu'où je poussais ma réflexion, parce que je pense que c'est un élément très important. On sait bien que les jeunes, et comme nous adultes d'ailleurs, nous pouvons nous poser une question au moment où nous sommes en interaction avec notre enseignant, notre responsable ou l'association. Et puis évidemment, c'est une fois sorti, c'est comme avec le médecin, qu'on a 18 questions qui se posent et qu'on n'a plus la personne devant nous pour y répondre. Donc ça, c'est un élément sur lequel je travaille aussi, et j'espère pouvoir vous apporter des réponses dans les mois qui viennent. C'est un élément très important, puisque je confirme que ce programme doit être mis en place, déployé à partir de septembre 2025. En revanche, je ne peux pas donner d'explication. La question m'a été posée. Pourquoi ce programme n'a pas été publié, mis en application en même temps que le programme de MC? Je n'étais pas là, donc je ne peux pas vous répondre. C'est Mme Kelouachi qui m'a posé cette question. En revanche, ce que je sais, c'est que quand je suis arrivée, on m'a tout de suite soumis ce programme. J'en ai pris connaissance. Vous m'avez aussi interrogé là-dessus. Je n'en ai pas changé une virgule. Je vais être très claire. Je le trouve très complet, très bien fait. Il n'y a pas de raison que j'en change une virgule. Et ni un mot, ni quoi que ce soit. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on avance sur la publication de ce programme, parce que plus tôt il sera publié, plus tôt nos associations pourront s'en saisir, plus tôt nos professeurs, plus tôt nos infirmières pourront s'en saisir. Je ne voyais pas comment, en le publiant en juin, on pouvait avoir une mise en œuvre efficace à partir du mois de septembre. Donc, c'est pour ça que là, il pourra être publié dès qu'il sera passé au Conseil supérieur de l'éducation. Alors, s'agissant des moyens plus financiers dont vous m'avez parlé, et sur la mise en œuvre de ce programme, je n'ai pas de réponse précise. Vous voyez mon hésitation à vous répondre. Vous n'aura pas échappé que nous avons des contraintes auxquelles l'éducation nationale doit se prêter également comme d'autres, mais pour autant, ça ne veut pas dire que je veux que ce programme passe à la trappe et soit la victime de cela. Donc, je n'ai pas de réponse précise à vous apporter, parce que moi, j'y travaille encore et je veux m'assurer que, académie par académie, école par école, classe par classe, on puisse donner ce programme. C'est trop important. Et là, je vais vous parler, pas seulement comme ministre de l'Éducation nationale, parce que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, sur la progression des infections sexuellement transmissibles, moi, je l'ai vu comme médecin, et ça ne date pas d'hier. Et ça, ce n'est pas acceptable. Moi, je suis de la génération SIDA 82. Et ça, je l'ai vu. Et je ne peux pas laisser ça progresser. Ça, ce n'est pas possible. C'est un enjeu de santé publique qui nous dépasse. Donc, il faut absolument agir. Je ne laisserai pas passer ça. Je ne baisserai pas les bras. Je n'ai pas toutes les réponses, mais vous pouvez croire en ma détermination. Je veux que tous nos élèves y aient accès. C'est un enjeu, c'est difficile. On passait de 15% à 100%. Je ne vous dis pas qu'on va y arriver du premier coup. Mais si on ne se met pas une ambition de 100%, on n'arrivera à rien. Donc, c'est sans ambition, on ne fait rien. Donc, moi, je l'ai. J'ai trop présent ce que j'ai vu dans les années 80. Alors, je voudrais donner sur le sujet des IST, des infections sexuellement transmissibles, l'exemple aussi du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, le papillomavirus, qui est désormais, il y a toute une campagne qui permet de rendre ce vaccin accessible au collège. Ce n'est pas forcément toujours déployé. On sait que parfois il peut y avoir une résistance des parents. Il y a aussi un travail à faire auprès des parents pour que les parents acceptent que leur enfant soit vacciné. Mais vraiment, cette lutte, pour moi, est absolument indispensable. Il faut dire aussi que, évidemment, dans ce programme, il y a tous les aspects, on en a parlé, le côté santé, le côté lutte contre les violences sexuelles et sexistes, contre les violences intrafamiliales, contre les violences entre personnes, tout simplement, et que c'est évidemment une priorité et qu'il faudra mener, et notamment on sait qu'il y a toute une information qui peut être passée à travers ce programme pour lutter contre les mariages forcés. Moi, je le sais, puisque je l'ai vécu de manière très rapprochée, j'en ai connaissance. C'était dans les années 90, ce dont je vais vous parler. C'était en effet les mariages forcés, les unions forcées qui obligeaient des jeunes filles, dès lors qu'elles étaient réglées, de quitter le territoire national pour être mariées et donc quitter notre système scolaire. Donc c'est un enjeu qui dépasse même le programme que nous avons là pour pouvoir sensibiliser à l'importance de la prévention des unions forcées, des violences de toute nature, des violences contre nos enfants et de l'importance évidemment de l'école et de l'émancipation par l'école. Et l'éducation nationale y jouera tout son rôle. Sur la formation des enseignants. Alors ça, c'est important parce que même si tous ne sont pas amenés un par un à dispenser cette formation, moi je crois à l'importance de cette formation.
il y a déjà un module de formation qui est prévu aujourd'hui dans toutes les formations initiales de nos enseignants. Il y a déjà un module de formation pour être formé à ce nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Ce programme va se déployer pour être rendu, sa mise en œuvre, la mise à disposition de ce programme sera obligatoire à partir de la rentrée 2025. Il y aura un séminaire national qui sera organisé début 2025 et qui sera décliné dans tous les plans académiques de formation, pour que cette formation soit accessible à tous. Il y aura en plus, ajouté à cela, un parcours de formation à distance sur la plateforme dite Magistère, et ça sera ouvert à partir de décembre, dès que ce sera passé en Conseil supérieur de l'éducation. Et puis il y aura des ressources pédagogiques et des outils qui seront disponibles sur EduScol. Sur la formation à distance, pour être plus précise, le Magistère, elle contient 8 modules de 1h30 à 2h chacun et qui recouvrent les axes qui vont suivre. On a qu'est-ce que ce programme ? Comprendre les attendus de ce programme à la fois pour le premier degré et pour le deuxième degré, et puis ensuite, sur le plan très pratique, comment mettre en œuvre les séances, comment réagir aux questions des jeunes, et pour cela, il faut vraiment une approche très ciblée, très opérationnelle, et il y aura notamment des podcasts, des formats audio qui seront proposés. Il s'agit aussi de voir comment on peut intégrer, j'en ai donné un exemple, ce programme EVARS dans l'enseignement de sa discipline, de chacune des disciplines, pour nos différents enseignants, et puis comment ensuite, plutôt pour nos chefs d'établissement, comment piloter la mise en œuvre de ce programme, et notamment, je pense à la relation avec les familles d'un côté, et avec le monde associatif que j'ai évoqué de l'autre. Alors, est-ce que j'ai répondu à peu près toutes les questions? Est-ce qu'il m'en reste encore des questions? Alors, Monsieur Bonnet qui vient de partir. Alors, vous avez, Monsieur Bonnet, évoqué le sujet de l'inceste. Donc, savoir que nous, à l'Éducation nationale, au ministère, nous suivons les préconisations de la CIVIS, c'est avec le 2I, pardon. On agit sur 2 axes principaux, c'est-à-dire d'abord qui est éduquer et prévenir, et ensuite c'est repérer et protéger. Et donc les programmes d'EVARS, justement, ils sensibilisent au sujet du consentement. Et ce programme, il va contribuer à la prévention de toute forme de violence. On va parler dans ce programme des violences physiques, des violences verbales, des violences psychologiques, du harcèlement évidemment, de la notion d'emprise également, et puis de toutes les formes de violences sexistes et sexuelles, y compris l'inceste qui sera évoqué. Il s'agit vraiment que dès le plus jeune âge, l'enfant puisse travailler et comprendre ce qu'est la notion de consentement ou de refus. Savoir dire non, apprendre à un enfant à savoir dire non. Il peut le dire très jeune, entre 1 an et demi et 2 ans et demi, mais quand il grandit, il faut lui apprendre le discernement qui lui permet de dire clairement non au bon moment et quand c'est nécessaire. Et puis le deuxième axe, c'est de mieux repérer et protéger, lors notamment des rendez-vous de dépistage et de prévention qui sont à l'école et au collège, avec, je le sais, vous allez me le souligner, des difficultés, mais j'y travaille également pour l'accès à ces différents rendez-vous de prévention. Donc on a l'application métier des infirmiers, l'application qui s'appelle LIEN, L-I-E-N, qui comprend justement ces données relatives aux violences sexuelles. On y trouve des indicateurs statistiques qui seront développés à partir de l'an prochain. Mais ça ne distingue pas évidemment les violences sur mineurs, sur majeurs. La violence est toujours une violence. Les infirmières aussi peuvent procéder, c'est important, au signalement à des procureurs, également aux cellules d'information préoccupantes, les IP. Et puis enfin, les médecins de l'éducation nationale, certes, ne sont pas nombreux, 960 aujourd'hui, mais ils sont en lien avec les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, ce qu'on appelle les CRIA-VS. Voilà pour ce sujet de la lutte contre les violences intrafamiliales. Et puis, alors, un exemple que je voulais vous donner sur les liens entre les séances qui sont proposées. Je vais prendre l'exemple d'un élève de CM2. Si on veut faire un lien avec le cours de sciences et technologies, si on prend l'objectif qui s'appelle « Connaître et comprendre les changements de son corps et celui des autres », eh bien, les activités, par exemple, ce sera d'apprendre scientifiquement, je dis bien scientifiquement, on est bien en CM2, hein, on est en CM2. Je disais bien en CM2, ce que sont... C'est ça. On est bien sur le sujet d'apprendre scientifiquement à ces jeunes de CM2 ce que sont les règles, comment ça s'explique. On est bien sur du vocabulaire scientifique. Un deuxième exemple, si on veut faire le lien avec l'éducation aux médias et à l'information,
l'EMI. L'objectif, si on prend l'objectif connaître ses droits pour un usage sécurisé du numérique, eh bien l'activité sera de se familiariser avec les notions de sécurité et de protection sur Internet. Ça, bon, ce n'est pas le lieu ici, mais je pourrais en parler également. En troisième exemple, le lien avec le français, avec les cours de français. Si l'objectif, c'est de se protéger des violences sexistes et sexuelles, l'activité, ça peut être prendre connaissance des numéros d'urgence, ça peut être aussi travailler sur des textes dans lesquels c'est évoqué, sur d'ailleurs des sujets, puisqu'on parle d'égalité femmes-hommes aujourd'hui, ça peut être, je donne l'exemple, dans un cours soit d'art, soit de français, soit d'histoire d'ailleurs, d'aller voir en ce moment le film qui s'appelle Louise Violet, qui parle d'une institutrice qui se trouve nommée dans un petit village à la campagne en 1889. Et on y voit là le travail courageux d'une femme pour l'époque, ce qui n'avait rien d'évident. Il y avait fort peu de femmes institutrices à l'époque, fort peu de femmes tout court qui allaient à l'école. Voilà donc des exemples très concrets. Pour vous donner aussi un exemple, à l'âge de 4 ans, pour comprendre les émotions, leur apprendre à discerner des émotions, on leur apprend à lire sur un visage, soit un vrai visage, soit sur des images, 4 émotions de base, tristesse, joie, colère, peur. Et c'est des choses toutes simples, mais encore une fois, des professeurs en collège m'ont dit, nos élèves parfois ne savent pas lire nos visages quand on donne une consigne simple comme « sortez vos affaires » en début de cours. Et donc on voit que ces cours, à travers ce vaste programme très copieux, on aborde des notions toutes simples, mais qui sont essentielles pour la relation à autrui. Donc cela rejoint ce qu'on appelle les cours d'empathie à l'école aujourd'hui, ces cours qui ont pour objectif de contribuer à lutter contre le harcèlement et qui veulent développer les compétences psychosociales. Mais finalement, ça se recoupe avec ces cours et le programme qu'on voit dans ce programme EVARS. Ces cours ont été lancés fin 2023. Ils visaient à l'origine 100 écoles, mais finalement, ce sont plus de 1000 écoles qui se sont portées volontaires, avec au moins une séance d'1 heure, ou 2 fois 30 minutes, ça dépend. On a plusieurs méthodes qui sont données au choix des enseignants, que je ne vais pas détailler ici, mais on a vraiment des choses qui fonctionnent très bien, y compris, par exemple, des ateliers philo qui marchent bien, même à un très jeune âge. Et je pense que là aussi, il ne faut pas imaginer que nos enfants ont des âges pour comprendre certaines choses. On peut comprendre beaucoup à tout âge. Donc, du coup, comme cette évaluation des cours d'empathie était très positive, ça a été généralisé dès la rentrée 2024. Et je veux vraiment saluer les personnels qui sont engagés sur ce sujet-là, qui ont vu les résultats très positifs sur nos jeunes, avec des indicateurs positifs sur le climat scolaire, qui ont vraiment évolué favorablement dans plus de la moitié de ces écoles. Donc vraiment, ces cours, ce développement des compétences psychosociales, ça fonctionne très bien. Et évidemment, il y a toujours notion d'importance d'évaluer ces dispositifs, de poursuivre l'évaluation et mettre en œuvre, à chaque fois que cela sera nécessaire, toutes les voies d'amélioration, de modification, d'ajustement qui seront nécessaires. Alors, j'ai une question, je crois que c'est vous, Madame Violent, rapidement sur la lutte contre la prostitution des mineurs, qui est un véritable fléau. On a une enquête annuelle dédiée là-dessus, on a une sensibilisation qui est faite au risque de la prostitution dans les programmes, justement, dans ce programme c'est présent. C'est en 4e, ça vise à comprendre notamment les problèmes associés à la diffusion et au commerce d'images à caractère pornographique ou qui évoquent la marchandisation du corps et l'exploitation sexuelle, à la prostitution des mineurs, pour savoir comment il est possible de s'en protéger et comment et où on peut trouver de l'aide pour se protéger. Et ça sensibilise également, l'objectif est de sensibiliser dans le cadre également de l'éducation aux médias, le programme EMI, pour continuer à les sensibiliser au risque de prostitution en ligne, de tout ce qui est lié à la prostitution qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, toujours sur les sujets de marchandisation du corps sur Internet, de diffusion non consentie de contenus intimes qui sont parfois publiés d'ailleurs par les jeunes eux-mêmes. Et puis, travailler aussi sur la banalisation des contenus pornographiques. Je crois qu'aujourd'hui, un jeune sur deux a eu accès, un garçon sur deux dit avoir eu accès à des contenus pornographiques à l'âge de 11 ans, je crois, et qui peuvent donc aggraver ces risques aussi d'être soumis à des images, à des contenus, à des propos qui peuvent évoquer le risque de prostitution. Donc voilà un petit peu ce que nous faisons. Il y a également une formation des personnels de l'éducation nationale au repérage, à l'orientation des mineurs qui seraient victimes de prostitution. On a actuellement un guide sur la prostitution des mineurs qui est en cours de rédaction avec la DGESCO et l'association qui s'appelle le NI. Voilà, le mouvement du NI. Voilà ce que je pouvais vous dire et tout ça est accessible sur EduScol. Je crois que j'ai d'autres questions. Alors, juste une dernière chose sur la santé mentale, ça a été évoqué, dire qu'il y aura des assises de la santé scolaire qui se tiendront en décembre. On pourra évoquer ce sujet. Voilà déjà pas mal de réponses que je pouvais vous apporter.
Merci pour la précision de vos réponses. Et nous avons donc 5 collègues qui posent des questions et si vous permettez, 2-3 rebonds de personnes qui étaient en oraison. Delphine Lingman. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Enseignant dans une école d'ingénieurs depuis près de 20 ans, je constate à chaque rentrée, certes une progression de la proportion des jeunes filles dans les effectifs, mais cette proportion reste insuffisante. Alors pourquoi les jeunes collégiennes se détournent-elles des carrières scientifiques au collège? Parce que ça se joue au collège. Il s'agit en partie d'une question d'éducation. Une carrière scientifique se construit à l'aune de références et de modèles. À ce titre, nous pouvons citer la source d'inspiration majeure qu'a été Marie Curie pour sa fille Irène. Mais lutter contre ce déterminisme se joue aussi à l'école, du plus jeune âge au lycée. À ce titre, les enseignants et les conseillers d'orientation ont un rôle essentiel dans le choix des options et des études des jeunes filles. Des actions existent pour faire découvrir la multiplicité des métiers et des carrières dans l'industrie, au lycée notamment. Aussi, j'aimerais vous entendre sur les mesures que vous envisagez de mettre en œuvre afin de développer l'accès des femmes aux filières scientifiques et techniques. Et envisagez-vous de travailler sur ce point aux interfaces avec les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'industrie? Je vous remercie. Christine Loire. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, l'éducation sexuelle est inscrite dans le Code de l'éducation. Elle doit être dispensée dans les écoles, collèges, lycées, ainsi que dans les établissements médico-sociaux. Les jeunes accueillis en IME devraient eux aussi bénéficier de cet enseignement. Or, pour ces jeunes souvent vulnérables face aux risques de comportements inadéquats ou de violence, une éducation adaptée est fondamentale pour comprendre les transformations de leur corps, notamment du consentement, leur droit à une sexualité. Des informations sur la sexualité et la contraception sont aussi à dispenser dans toutes les structures accueillant des personnes en situation de handicap. Intégrer la sexualité dans leur parcours de vie est essentiel. Leur sexualité existe bel et bien, tout comme les droits fondamentaux à être aimés et à aimer en retour. Il est au cœur de leur épanouissement personnel et relationnel, permettant à chacun de se construire en tant qu'individu à part entière. Madame la Ministre, quelles mesures envisagez-vous pour assurer que cette éducation essentielle soit réellement accessible et dispensée, en particulier pour nos jeunes en situation de handicap? Je vous remercie. Merci. Céline Thiebaud-Martinez. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Hier, mardi 12 novembre, des enseignants, des élèves et des parents d'élèves se sont mobilisés au sein du lycée Pasteur à Lille pour dénoncer le manque d'infirmières scolaires dans leur établissement. L'Académie de Lille a indiqué qu'une vingtaine de postes sont actuellement vacants au sein du rectorat. Dans ma circonscription, les élèves du lycée Galilée de Comble-la-Ville envisagent de demander une audience au rectorat de Créteil pour exiger l'attribution d'un poste à temps plein de personnel infirmier. Je précise qu'actuellement et depuis plus d'1 an, aucune permanence n'est assurée au sein de cet établissement qui compte près de 1000 élèves. Ces situations ne sont donc pas isolées. En France, on compte en moyenne une infirmière scolaire pour 1500 élèves. Pourtant, selon le syndicat majoritaire SNICS-FSU, il en faudrait une pour 500 élèves afin de répondre efficacement aux besoins. Au-delà des problématiques évidentes d'éducation à la sexualité déjà évoquées, je souhaite aborder cette question sous l'angle de la prévention. L'accès simple et facile à un ou une professionnelle de santé, cela dès le plus jeune âge, mais aussi en pleine autonomie, est un facteur évident pour le développement de comportements de prévention. Par leur rôle au sein des établissements et leur place auprès des élèves, les infirmières scolaires peuvent assurer une mission de conseil et d'information au long cours pour des jeunes aux prises avec les changements de l'adolescence, l'entrée dans la sexualité, la place de la pornographie dans les relations sexuelles, etc. Ces professionnels peuvent aussi être le relais de campagnes de prévention sur nombre de sujets tels que le respect, les relations entre les pairs ou le mal-être. À l'heure où les débats sur le PLFSS ont porté sur la prévention et la prédominance du tout curatif dans notre système de santé, je vous demande, Madame la Ministre, quelles mesures prévoyez-vous pour résoudre le manque criant d'infirmières scolaires, un élément essentiel au déploiement d'une réelle politique de prévention dans notre pays? Je vous remercie. Merci, chère collègue Agnès Lebaudot. Merci, Madame Riotton. C'est mon mari qui va être content. Merci, Madame la Ministre, de toutes les précisions que vous nous avez apportées. Merci d'avoir précisé que le programme repose sur un travail scientifique.
Je crois qu'il est important de le dire et de le redire, que ce qui sera proposé comme enseignement aux enfants dès le plus jeune âge repose sur un travail scientifique, à l'heure où toutes les théories fleurent bon sur les réseaux sociaux. Je pense que ce point-là me semblait vraiment important. J'ai 3 questions. La première, je reviens sur la formation des enseignants. Si elle est importante, voire nécessaire, je n'ai pas tout à fait compris quelle était la base du volontariat ou pas des enseignants pour participer. Comment seront-ils ou pas rémunérés? Est-ce bénévole, pas bénévole? Est-ce que ça rentre dans le pacte pour le collège? Et si oui, comment ça se passe pour l'enseignement primaire, puisque je ne crois pas qu'il y ait, j'allais dire, de pacte autour de l'enseignement primaire. Ça, c'est ma première des questions. La deuxième question sur laquelle j'irai un petit peu plus loin, c'est sur le contrôle des associations extérieures. On sait que les dérives sectaires sont faites à partir d'associations, et notamment interviennent des associations qui interviennent au sein même de nos établissements. Donc comment comptez-vous assurer le contrôle de toutes les associations qui vont intervenir dans nos établissements? J'avais une question sur, j'allais dire, les enfants porteurs en situation de handicap, mais je crois qu'elle a déjà été posée, donc je ne la reposerai pas. Et puis, tout ça ne peut marcher que si la santé scolaire, à côté, se développe et se redéveloppe. On a parlé des infirmiers scolaires, mais je crois que l'enjeu, c'est aussi le développement et le redéveloppement de la médecine scolaire. Donc, comment comptez-vous rendre ce métier de médecin scolaire attractif? Marie-Charlotte Garin. Merci, Madame la Présidente. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. En 2022, 118 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. Violence, inceste, agression sexuelle, viol. Il est impossible de grandir dans ce pays sans connaître une ou plusieurs victimes quand on ne l'est pas soi-même. Ces abominations tristement banales ont toutes pour point de ralliement la violence de notre société, son impunité, la culture de la domination qui y prospère, celle des adultes sur les enfants, des hommes sur les femmes, des brutes sur les plus vulnérables. Heureusement, face à cela, nous avons un bouclier, l'éducation. Un bouclier laissé au grenier des politiques publiques, alors qu'il est à portée de main depuis la loi de 2001 sur l'éducation à la vie sexuelle et affective. Nous avons un outil si précieux pour protéger les enfants d'aujourd'hui et les adultes de demain, pour leur enseigner notamment ce qu'est le respect, le consentement, la place de leurs émotions et le fait que leur corps leur appartient. Aujourd'hui, Madame la Ministre, il nous manque 2 choses. D'abord de la volonté politique et ensuite des moyens. Finalement, ce n'est même pas de la volonté politique, je crois que c'est du courage qu'il vous faut. Parce que depuis 2001, on attend. Et puisque vous reconnaissez que l'éducation à la vie sexuelle et affective est un outil de prévention, imaginez combien de victimes nous aurions pu peut-être éviter pendant ces 23 ans d'inaction. Plus récemment, en novembre 2023, la société civile vous a présenté un livre blanc sur le sujet. Qu'avez-vous fait depuis? Le collectif n'a même pas été reçu par les ministres qui vous ont précédés et apprend par voie de presse le calendrier de mise en œuvre des programmes. Ensuite, je l'ai dit, il faut des moyens. Dans ce livre blanc, il est estimé que pour la mise en place de la loi de 2001, il nous faut 620 millions par an pour la mettre en place, soit 52 € par élève et par an. C'est finalement une bien modique somme pour changer notre société, même quand nous faisons face à des soi-disant contraintes budgétaires. Cela inclut le recrutement des professionnels de santé en milieu scolaire, l'adaptation des contenus, le renforcement de l'éducation à la vie sexuelle et affective dans la société par de la communication. Alors, Madame la Ministre, pour ces moyens, nous vous avons posé la question, comment les professeurs seront-ils formés? Quel financement sera sanctuarisé pour les associations qui interviennent dans les établissements scolaires? Où est la ligne budgétaire qui correspond dans le budget qui sera soumis à l'Assemblée nationale? Enfin, Madame la Ministre, vous n'êtes pas sans savoir que les conservateurs et l'extrême droite font leur beurre politique sur le dos de l'éducation à la vie sexuelle et affective. Cette instrumentalisation, elle est le signal criant d'une bêtise profonde. En se planquant derrière une soi-disant morale et un puritanisme fantasmé, ils refusent d'investir dans la société à venir. Madame la Ministre, qu'allez-vous faire pour lutter contre la désinformation qu'ils propagent? Et enfin, face aux obscurantismes de tous bords, j'aimerais remercier les associations, les syndicats de parents d'élèves et tous les acteurs de terrain qui se battent au quotidien pour protéger nos enfants. Je vous remercie. Merci, chère collègue Sandrine Rousseau. Merci, Madame la Ministre, Madame la Présidente. Alors, 3 enfants par classe, ça a été dit par mes collègues, sont victimes d'inceste. Et aujourd'hui, rien n'est réellement fait dans l'éducation nationale pour essayer de les identifier de manière systématique.
systématique. Les propositions de la Cévise portaient sur des entretiens, 3 entretiens au cours de la scolarité. Aujourd'hui, à ma connaissance, aucun n'est mis en œuvre pour essayer de poser cette question toute simple à laquelle les enfants, en général, répondent de manière la plus honnête qui soit. Est-ce que tu es victime d'abus, de violences sexuelles? Et quand on le leur pose, alors ils prennent le soin de répondre. Les personnes LGBT, et particulièrement les hommes, font des tentatives de suicide, 6 fois plus que le reste de la population. Rien n'est fait non plus pour prévenir ces suicides dans l'éducation nationale, alors que pourtant, c'est là que se joue l'essentiel de la stigmatisation quand on est jeune, quand on découvre sa sexualité. Et puis, il y a ce chiffre qui devrait tous et toutes nous faire réfléchir sur les filles de 10 à 19 ans. Il y a eu plus 570% d'hospitalisation pour tentative de suicide entre 2016 et 2024. Je répète ce chiffre, plus 570% d'hospitalisation pour tentative de suicide chez les jeunes filles de 10 à 19 ans entre 2016 et 2024. Pour les garçons, c'est autour de 370%. Et en face de cela, quelle est la réponse de l'éducation nationale ? Il y a un médecin scolaire sur 2 qui manque. Il y a des infirmières scolaires et des infirmiers scolaires qui manquent dans l'ensemble des établissements. Les psychologues scolaires ont été mis principalement sur des missions d'orientation et non pas sur des missions d'accompagnement des enfants. Aussi, il y a vraiment un changement de culture dans l'éducation nationale à opérer pour prendre la santé de l'enfant et le bien-être de l'enfant en priorité. Et pour cela, il y a besoin certes d'une volonté politique, de cours d'éducation, et c'est l'objet de cette audition. J'entends votre volonté politique, mais il y a aussi besoin de budget. Où est le budget? Merci. Merci. Nous avons également quelques rebonds. Madame Gabrielle Catala. Merci Madame la Présidente. Comme ma collègue Marie-Charlotte Garin, je souhaite vous relancer sur la question que je vous ai posée sur les mouvements réactionnaires opposés à la loi de 2001. On a déposé récemment une demande de commission d'enquête sur ces mouvements qui sévissent devant les écoles, qui a été co-signée par des députés de divers groupes, dont des députés de la minorité présidentielle. C'est d'autant plus important que même le président du CESE, qui a réalisé une étude récente sur l'application de la loi de 2001, soulignait que de nombreux mouvements réactionnaires s'opposent à toute éducation affective ou sexuelle au nom d'un risque de perversion de l'enfant. Donc la commission d'enquête, elle vise à s'interroger sur la structuration, le financement, les modalités d'action de ces mouvements conservateurs anti-choix qui agissent dans le champ de la parentalité et de la famille. Et ce qu'on note dans l'exposé des motifs de cette commission d'enquête déposée en septembre, c'est que sur le plan politique et institutionnel, afin de s'attaquer à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, le syndicat de la famille ainsi que des associations juristes pour l'enfance et famille et liberté se sont rassemblés en union pour une éducation responsable. Cette union a organisé un colloque au Sénat en février 2024 afin de faire pression sur les décideurs politiques et institutions pour influencer le contenu du nouveau programme d'éducation à la sexualité. Enfin, le collectif Parents Vigilants tente lui aussi d'imposer les obsessions de l'extrême droite au sein des établissements scolaires et de s'attaquer à l'EVRAS à travers différents leviers, la mobilisation en ligne, l'organisation donc du fameux colloque au Sénat, les menaces et harcèlements à l'encontre des enseignants, la participation aux élections de parents d'élèves, les mobilisations pour empêcher l'intervention de certaines associations féministes dans les établissements scolaires et également des lobbying pour couper les subventions de ces diverses associations. Donc je réitère ma question, que faites-vous à ce sujet? Merci beaucoup. Merci. Perrine Goulet. Merci. Très rapidement, parce que vous ne m'avez pas répondu, Madame la Ministre, donc je me permets de reposer la question. On se rend compte que dès qu'on fait ce type d'enseignement, et notamment pour avoir discuté avec l'association Papillon qui pose des boîtes aux lettres quand elle le peut, parce qu'il y a un peu de blocage, et on en rediscutera, eh bien les enfants, la parole se libère. Or, on se rend compte que les enseignants ne sont pas forcément très bien formés. Ma fille sortant de l'INSPE, si vous voulez que je vous parle de la formation sur les informations préoccupantes, c'est pas loin de 0. Donc je pense qu'il est important qu'on regarde comment on forme mieux les enseignants sur l'information préoccupante et du coup comment les rectorats départementaux peuvent appuyer les enseignants qui se retrouvent face à des informations préoccupantes. Parce que en développant ces enseignements, on va forcément avoir des enfants qui vont se rendre compte qu'ils sont victimes. Le deuxième sujet, vous parlez tout à l'heure que c'est le directeur d'école qui orientera. J'ai un sujet quand l'enseignant est la directrice d'école et qu'elle est toute seule dans les petites écoles et qu'elle est confrontée à un type de sujet. Est-ce que vous allez mettre en place des correspondants, pareil, dans les rectorats départementaux sur ces enseignements pour accompagner ces enseignements uniques, ces enseignants uniques dans les écoles? Et enfin, les collègues l'ont un petit peu abordé, mais on a quand même un gros besoin d'une campagne de communication auprès des parents
pour qu'ils comprennent que non, on ne va pas apprendre certains actes sexuels aux enfants, mais on va plutôt leur apprendre ce qu'est leur corps et comment se défendre vis-à-vis de certaines agressions. Et avez-vous prévu une campagne de com à cet effet? Je vous remercie. Merci. Et enfin, Anne-Cécile Violent. Merci Madame la Présidente pour ce rebond. En fait, et dans la continuité de ma collègue Perrine et de Madame Rousseau aussi, deux choses. La première, c'est sur justement le contenu de la formation, l'information à la vie sexuelle, relationnelle et affective. Vous disiez 50% des jeunes de moins de 11 ans ont eu accès à des contenus pornographiques. C'est même plus que ça, c'est-à-dire que 50% de ces jeunes ont recherché volontairement des contenus pornographiques pour s'initier à leur vie sexuelle. C'est vraiment des données qu'on a pu d'ailleurs recueillir dans le cadre de notre travail. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que cette éducation à la vie sexuelle réponde à leurs attentes et donc à des contenus, je rejoins Perrine, à des contenus vraiment très concrets. Évidemment dans le respect de leur maturité, vous l'avez très très bien dit. Et puis l'autre chose, c'est aujourd'hui, effectivement, dans une école, ne peut pas rentrer un psychologue clinicien, rentrent seulement des psychologues scolaires, et des psychologues scolaires, ce ne sont pas du tout des psychologues cliniciens. Ils ne peuvent pas accompagner psychologiquement un enfant, ils ne peuvent le faire que sur le plan de l'évaluation, et c'est très bien, mais il faut absolument réfléchir à pouvoir introduire de la clinique dans l'enseignement, enfin dans l'éducation nationale, dans les établissements. Et à ce titre, je vous proposerai une rencontre pour vous proposer une expérience inédite dans mon département qui marche très très bien. Je vous remercie. Venez en Haute-Savoie, Madame la Ministre. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, je vous laisse la parole. Alors, je vais rebondir tout de suite sur la toute dernière question. Je vais vous donner un point de vue qui n'est que très personnel, mais qui montre en revanche mon engagement. Vous avez raison. Moi, j'ai observé, ça fait un petit moment d'ailleurs, que j'observe que nous avons un certain nombre d'intervenants qui sont quelque part labellisés Éducation nationale, qui peuvent intervenir dans nos écoles. Mais on voit bien qu'il manque un certain nombre de personnels. Et je fais écho à ce que vous disiez, Madame, sur les enfants en situation de handicap ou les enfants à besoins éducatifs particuliers, qui eux aussi peuvent avoir besoin d'intervenants divers et variés, médicaux ou pas forcément médicaux, qui ont pour les accompagner dans leur progression. Et moi, je suis personnellement, à titre personnel, très favorable à ce que nous puissions faire entrer au sein de l'éducation nationale, avec un contrôle évidemment, on ne fait pas entrer n'importe qui, on a bien des agréments pour des associations, mais sur des situations ciblées bien précises, on peut avoir en effet besoin d'autres intervenants qui ne sont pas forcément labellisés, qui n'ont peut-être pas passé un concours éducation nationale pour intervenir dedans, mais je pense que les personnels d'éducation nationale ont une formation très spécifique nécessaire, mais qui peut y avoir besoin d'autres intervenants. Donc voilà, c'était mon point de vue personnel. Je ne sais pas si je pourrais le mettre en œuvre, mais je voulais quand même vous montrer l'ouverture et l'attachement que j'attache à ce sujet. Que je porte à ce sujet. Un sujet, Madame Lingemann, sur l'orientation et sur la sensibilisation des filles au sujet scientifique. Alors, juste vous rappeler que cette donnée qui montre sur les évaluations qui viennent d'être publiées en classe de CP, qui montre qu'il y a vraiment une égalité de compétences, de performance chez les filles et garçons en tout début d'année et que ça se dégrade s'agissant des mathématiques en milieu de CP. Ça veut bien donc dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'éducation de nos jeunes. Alors moi, pour le coup, je vais faire référence à... je crois que c'est une étude sociologique qui l'avait démontré. Je voudrais faire un appel à tous les parents, tous les adultes, également les professeurs. Je crois que cette étude avait démontré que nous n'avons pas la même attitude vis-à-vis d'un garçon, vis-à-vis d'une fille qui serait face à l'échec à l'âge de 8-10 ans. Une fille qui est en échec, on va lui dire, on va la rassurer en lui disant « ça ira mieux la prochaine fois, tu vas refaire un effort, tu verras, ça ira mieux ». Et un garçon, on l'engueule un peu en lui disant « tu n'avais qu'à travailler un peu plus ». En résumé court, la fille, on met en doute ses capacités, le garçon, on ne met jamais en doute ses capacités. Et ça commence très très jeune. Et c'est aussi, je pense, notre responsabilité des uns et des autres parents que de nous poser des questions sur le comportement que nous avons et qui peut très jeune faire une différence dans la confiance en soi qu'on peut avoir et donc après qui peut bloquer nos filles. Je voudrais juste dire que aussi en France, ce mythe des filles qui seraient moins bonnes en sciences que les garçons, c'est tout à fait faux. On a des données qui montrent très bien qu'en fait, les filles sont plutôt très performantes en sciences et qu'il y a un moment où elles s'auto-censurent. Donc il faut réussir à briser ce plafond de verre. J'étais au Maroc il n'y a pas longtemps. Là, c'est au contraire, les filles vont plutôt vers des filières scientifiques pour pouvoir, dans laquelle elles voient une manière d'émancipation. Donc voilà, je voulais apporter cet élément de réponse. Dans le programme, évidemment, ce travail sur l'égalité filles-garçons et sur la confiance en soi, notamment de nos filles, est évidemment inclus dans ce programme. Ensuite, sur les
Alors, il y avait un sujet sur les enfants en situation de handicap. Alors, plusieurs choses. D'abord, nous accueillons dans nos écoles des enfants en situation de handicap et bien évidemment, ces enfants auront accès, comme tous les autres, au programme EVARS. Évidemment. S'agissant des établissements médico-sociaux, ça ne relève pas forcément de l'éducation nationale, donc j'ai moins de réponses à vous y apporter, mais je vous rejoins. Il faut qu'eux aussi aient accès à une éveil, à une éducation, une compréhension, à la notion de consentement, de refus, évidemment, à une vie sexuelle comme toute autre personne, évidemment. Donc les programmes EVARS, là, ils sont conçus pour tenir compte des élèves qui seraient en situation de handicap, pour que les professeurs puissent adapter le contenu et la formation qu'ils reçoivent, si tant est qu'ils la reçoivent. J'ai entendu le propos de Mme Goulet, qu'apparemment j'ai regardé de près pour savoir comment ça s'est dispensé, mais normalement c'est prévu. Voilà, il y a le normal et il y a ce qui se passe, il y a la réalité. J'ai compris qu'il y avait un écart dans tout ce que vous avez dit entre le normal et la réalité, donc évidemment je vais regarder ça de nettement plus près. Voilà pour les enfants en situation de handicap. S'agissant des infirmières scolaires, plusieurs choses. C'est vrai que nous manquons d'infirmières scolaires. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. On n'a pas suffisamment d'infirmières scolaires. Ce que je voudrais essayer de développer, ce que nous développons au sein de l'institution, c'est une meilleure articulation avec d'autres professions, d'autres manières d'exercer, là aussi pour faire finalement rentrer dans nos établissements des personnes à qui nous pourrions donner une autorisation, un agrément pour intervenir sur ce programme EVARS. Je vais revenir à ce programme. Et évidemment, au cours de ce programme EVARS, le dialogue que ça permet de créer permet également de travailler sur les sujets de santé mentale. Et ça permet aussi de poser ces fameuses 3 questions que pose la Ciivise pour essayer de dépister les cas d'inceste. Rappelez que chez les tout petits, même si nous n'en avons pas suffisamment, ce sont les médecins de PMI en première année de maternelle qui sont chargés de cela. Réfléchir aussi pour les infirmières scolaires. J'essaie de voir comment nous pourrions, encore une fois, faire appel peut-être à des professionnels extérieurs, à d'autres manières d'être infirmières pour intervenir. Nous avons besoin de professionnels qui puissent intervenir. Donc ça rejoint la réponse que j'ai faite à vous, Madame Voiland, tout à l'heure. Et j'irai volontiers en Haute-Savoie voir ce qui se passe chez vous. Madame Garin, vous avez parlé de volonté politique ou de courage politique. Moi, je ne manquerai pas de volonté. Alors voilà, derrière, exactement, ça, parce que ça répond aussi à la question que vous êtes plusieurs à avoir évoquée. Face, on pourra dire tout ce qu'on veut, il peut y avoir toutes sortes d'associations qui militent, qui essayent de mettre en doute ou de critiquer ce programme. Alors moi, je ne céderai pas d'un pouce, hein. Ça me laisse de marbre. Ça me laisse de marbre. Ce programme est bon. Alors ensuite, il faut des moyens. Il faut parfois un peu d'audace et de malice pour pouvoir trouver les bonnes organisations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas calé, je veux le dire, et je voudrais qu'on progresse, qu'on aille très au-delà des 15%, mais je ne peux pas m'engager évidemment pour passer de 15 à 100% des élèves qui soient formés. Mais je me dis quand même, je veux croire quand même qu'à partir du moment où on a un programme qui est beaucoup plus structuré, qui est beaucoup plus précis, qui vraiment est un véritable, cette fois-ci, soutien, un véritable cadre pour ceux qui dispenseront cet enseignement, déjà, je pense qu'on va lever un certain nombre d'obstacles. Pas tous, un certain nombre, ça sera à n'en pas douter une aide. Mais évidemment, il y a d'autres moyens en termes de personnel, en termes de salles de classe. Il peut y avoir des établissements dans lesquels il peut y avoir des gens besoin de jongler dans les emplois du temps, parce que tous les établissements n'ont pas des salles de classe vides. Il peut y avoir des moyens, des questions organisationnelles. Tout ça, je l'ai bien présent à l'esprit. Et la notion de référent qui puisse aider à piloter ce programme me semble une piste intéressante. Pour être beaucoup plus précis sur le budget aujourd'hui, en 2024, vous n'allez pas être content de ce que je vais vous dire, mais je suis transparent, je ne sais pas faire autrement. En 2024, le budget santé scolaire était de 733 millions d'euros, et vous l'avez peut-être vu dans la loi de finances. Pardon, c'est en 2024, je n'ai pas les chiffres pour 2025. J'ai seulement ceux de 2000, ça c'est 2020. Ça c'est 2020. Donc on est passé 2020 de 516 en 2020 à 733 aujourd'hui, donc il y a un plus, mais ça ne répond pas aux 620 millions, pardon, j'avais même augmenté, 620 millions d'euros par an. J'ai noté votre 50 € par élève, hein, évidemment, ça peut paraître peu, mais on ne va pas demander aux parents de les financer, évidemment, c'est à l'école de le faire. Donc voilà, donc j'ai bien conscience que les moyens ne sont pas forcément à la hauteur des attendus. Derrière, il y a tout un travail que je vais mener. Je veux vraiment qu'on se donne
qu'on aille au maximum de tout ce qu'on peut faire, et puis derrière, pouvoir du coup tirer le signal d'alarme en disant voilà, là, moi j'ai besoin d'aller plus loin pour les raisons que vous avez évoquées, parce que si ça n'est pas fait derrière, ce sont des enfants qui souffrent, et des enfants qu'on met en danger, qui se mettent en danger, et qui derrière, finalement, vont conduire à des situations qui ont un impact très compliqué après pour nos sociétés à résoudre. Donc il vaut mieux le prendre très en amont. Donc je répondrai présente et je déploierai tout ce que je peux faire pour pouvoir déployer, aller au plus loin possible de ce programme. L'ambition, c'est minimum, j'ai bien dit minimum, 3 séances par an. Qu'est-ce que j'ai oublié? Madame Firmin-Lebaudot, qui me parlait de... Et je vous rejoins sur rappeler que ce programme a des bases scientifiques, on l'a fait avec des experts, et ça, c'est important de le souligner. Et d'ailleurs, son ajustement, son évaluation, ces modifications éventuelles au cours de sa diffusion seront faites sous le contrôle également d'experts et de scientifiques. Ça, c'est très important. Vous m'avez interrogé sur la manière dont ce sera fait. Donc, les professeurs, c'est vrai qu'il y a une part de volontariat des enseignants. C'est vrai, je ne peux pas le nier. Et que cet enseignement à la vie affective et relationnelle, parce que c'est inscrit dans le Code de l'éducation, nos professeurs doivent le mettre en œuvre. Ils n'ont pas le choix. Et ça relève d'un travail du coup de coordination entre les équipes. Il faut qu'ils le mettent en œuvre. Je pense au premier degré, les enseignants doivent le mettre en œuvre. Donc c'est vrai, c'est à prendre sur le volume des 24 heures semaine avec leurs élèves. Oui, c'est à prendre là, mais c'est indispensable. C'est aussi le rôle du conseil pédagogique de voir comment on peut le mettre en œuvre, avec quels moyens humains. Et ça sera pour le second degré, notamment à travers le CESC, le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Donc c'est un défi, mais il faut que ce soit absolument mis en œuvre. Il en va vraiment, c'est un enjeu de santé publique pour nos jeunes. Dernière question, parce que je crois que ça, je l'ai dit. Alors, on a aussi un sujet... Je veux revenir au cas de la santé scolaire au sens plus large, des infirmiers, des médecins scolaires. On a un sujet d'attractivité des métiers, puis le nombre de postes de médecins scolaires est évidemment limité tous les ans. Là aussi, moi j'ai vu l'exemple dans une académie où un recteur avait mis en place une solution qui permettait à des médecins de ville d'avoir accès à une formation qui se passait pour 2 ans en santé scolaire et qui leur donnait du coup les outils pour pouvoir intervenir sur des vacations en santé scolaire et pour compléter leur exercice. Parfois, certains, et là, en l'occurrence, dans cette académie, ça a très bien fonctionné. Donc voilà un exemple de pistes qu'il faut vraiment explorer, parce que si on se limite à n'avoir que des médecins scolaires, il faut dire aussi, quand on est médecin scolaire, il y a un petit élément important. Nous sommes médecins, enfin, je vais dire le nous, mais pour un nous de corporation, pas plus que ça. Quand nous sommes médecins scolaires, nous n'avons plus la possibilité de prescrire. Nous ne sommes plus des médecins prescripteurs. Et ça, quand on a fait nos X années d'études, minimum 7, 8, c'est plutôt 8 d'ailleurs, ou 9 maintenant, et qu'au bout du compte, c'est un choix, mais c'est un choix qui peut, à partir du moment où on sait qu'on est privé de la possibilité de prescrire, c'est un choix que certains peuvent refuser de faire parce qu'ils souhaiteraient pouvoir garder un exercice mixte, une partie en médecine scolaire qui les intéresse et une partie en médecine prescriptive. Et ça, je m'en suis déjà ouverte à ma collègue ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, et je pense que là, on a un travail à faire en s'appuyant, par exemple, sur l'exemple de cette académie que je citais. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à toutes vos questions. Alors, peut-être vous m'avez une demande sur une chose sur si les parents peuvent refuser les séances. Ah ben non. Ah, je vais être très claire, non. C'est inscrit dans le Code de l'éducation. Un parent ne peut pas refuser les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. C'est juste non. Ça fait partie du Code de l'éducation, comme les mathématiques, le français, l'éducation physique et sportive ou l'éducation musicale. C'est dans le programme, ça fait partie du programme. Ils ne peuvent absolument pas demander que leurs enfants n'y assistent pas. Ça, je vais être très claire et je ne céderai en rien là-dessus. Voilà. Quelques retours sur les mouvements anti-choix, voilà, et éventuellement des sujets sur le projet de loi sur la régulation de l'espace numérique, si vous avez des informations ou comment les récupérer. Alors, sur la régulation de l'espace numérique, ce que je peux dire, c'est que je viens de rencontrer le 3018 avec l'association e-Enfance et l'année dernière, ils ont pu faire retirer 14 000 contenus
qui était de nature harcelante sur des enfants. Donc ça, c'est une piste. Maintenant, sur la majorité de 15 ans à faire vérifier, à faire valider par les parents pour s'inscrire sur une plateforme, ça c'est une belle ambition, mais pour le moment, nous sommes soumis à une dimension européenne et j'ai un Conseil européen des ministres de l'Éducation nationale le 25 novembre, là, dans une semaine, et c'est justement le sujet dont nous débattrons. Et moi, j'aimerais demander à mes collègues qu'on puisse avancer un petit peu plus vite sur ce sujet de la majorité numérique pour pouvoir s'inscrire sur une plateforme. Sur la loi sur les sites pornographiques et la lutte contre la désinformation. Donc c'est une loi qui date de mai dernier, si je ne me trompe pas, pour protéger nos enfants de la pornographie, pour lutter aussi contre toute arnaque, contre la haine, contre la désinformation. Alors, là aussi, elle s'inscrit dans le cadre, on ne peut pas la mettre en œuvre sans ignorer le DSA, le Digital Service Act, et le Digital Market Act au niveau européen. Donc pour le moment, dans les informations qui m'ont été délivrées, il faut qu'on puisse avancer au niveau européen pour avancer sur ce projet de loi. C'est l'information, la compréhension que j'ai de la situation pour le moment. À voir, j'en aurai plus peut-être d'informations la semaine prochaine. Tout le reste, c'est pour ça qu'a priori, on n'a pas pu avancer plus que ça, puisqu'il y a plein de choses qui devaient être mises en œuvre, mais pour le moment, j'ai conscience qu'on ne pouvait pas avancer plus que ça tant qu'on n'a pas avancé au niveau européen, dans le cas du DSA, du DMA. Je n'ai pas de réponse au mouvement anti-choix. Enfin, en tout cas, moi, je suis... si vous demandez que je m'élève contre eux, je m'élèverai contre eux. Il n'y a pas de... Alors, sur les sujets de lutte contre la désinformation et de la sensibilisation de nos jeunes au sujet de la désinformation, bon, il y a d'abord le pilier des parents, mais ce que fait l'école... Je pense que l'école peut faire beaucoup plus, avec des programmes beaucoup plus structurés. Là aussi, on voit tout de suite que dès qu'on a des programmes structurés, on avance beaucoup plus efficacement sur un sujet donné. Et là, l'éducation aux médias et à l'information. Donc moi, j'ai une parlementaire en mission qui va démarrer ses travaux dans c'est imminent, c'est une question de semaines, si ce n'est pas de jours, pour justement nous aider à construire des programmes d'éducation aux médias et de l'information pour que ça puisse être, alors on va dire c'est un programme de plus, une chose de plus à faire par nos professeurs, mais encore une fois, avec un programme, avec un cadre, on avancera beaucoup mieux. Pardon ? J'ai pas entendu. Pour tous et puis par ailleurs, ne pas oublier que nos professeurs sont formés au sujet de la lutte contre toute forme de désinformation et contre les fausses informations. Ils sont formés à la fois en premier degré et en second degré aujourd'hui. Alors évidemment, sous forme d'une foire aux questions qui leur est proposée pour qu'ils puissent, à chaque fois que une situation leur est soumise, qu'ils puissent y trouver une réponse facilement. Rapidement. Merci Madame la Ministre. Alors, quelques mots sur l'agenda, chers collègues. C'est important dans ce temps d'organisation. Vous savez que la semaine du 25 novembre, avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, nous avons organisé avec la délégation 2 temps forts sur lesquels j'espère que vous répondrez présent. Nous auditionnerons le 26 novembre, donc c'est le mardi après les questions au gouvernement, le garde des Sceaux à 17h et le 27 novembre, le lendemain, donc à 15h30, nous avons une table ronde avec des professionnels de la société civile, dont Magali Lafourcade, magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Pardon, je suis en train de relire. En fait, 15h30, ça n'est pas possible, puisque je termine un colloque à titre personnel à 16h30. Donc, le colloque sera à 16h45. Voilà, donc 16h45, juste pour que je vous donne des informations correctes. Donc, notre colloque à nous, c'est 16h45. On y a donc Magali Lafourcade, magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Anaïs Defosse, elle est avocate. On aura également Muriel Salmona, psychiatre, et Julia Foyce, dont nous avions entendu le témoignage en audition. J'espère évidemment pouvoir compter sur votre présence. J'aimerais également faire le point sur la mission que je co-rapporte avec Marie-Charlotte Garin sur la définition pénale du viol. Comme vous le savez, nous y travaillons depuis 1 an. Nous avons repris nos travaux, nous devrions rendre nos conclusions début décembre. Une proposition de loi, comme il était prévu, sera annexée au rapport et nous souhaitons qu'elle soit transmise au Conseil d'État et qu'elle soit examinée en semaine transpartisane, vraisemblablement au mois de mars.
Alors Marie-Charlotte et moi, nous travaillons à trouver une rédaction d'équilibre qui garantisse évidemment la protection des victimes, respecte les grands principes de notre droit et nous travaillons surtout dans un esprit transpartisan qui est celui de la délégation et qui nous permettra à cette réforme d'aboutir. Donc la proposition de loi qui porte sur la définition pénale du viol, il y en a une qui a été récemment déposée par des membres du groupe LFI et qui vient bousculer cet agenda. Nous sommes évidemment convaincus que la définition doit changer, mais nous aimerions le faire dans un esprit transpartisan et de concertation. Je voulais vous indiquer ma position à ce stade et en vue de nos débats. Je vous remercie pour cette journée et votre présence. Merci Madame la Ministre. Au revoir.